Alors, bonjour et bienvenue. Donc, je suis Fanny Corriette, je suis consultante à Syndex depuis un peu plus de 10 ans et j'interviens notamment sur le secteur du logement social. Et je suis avec, Donc, Julien Valère, consultant Syndex, également spécialiste des questions de logement social. Et Et Agnès Agnès. Largouët, également engagée sur le secteur du logement social. donc pour ce webinaire, nous allons dans un premier temps vous parler de l'enjeu des classifications pour votre secteur du logement social. Puis, nous rentrerons dans ce qu'est une classification et à quoi elle sert. Et enfin, le rôle des IRP dans tout ça. Et puis, en seconde partie, donc on essaiera de tenir une demi-heure, pas plus, sur la présentation, puisque le webinaire dure 1 heure. Et sur la seconde partie, on répondra à vos questions. Par contre, pour éviter les effets bouchons, on va vous demander de poser vos questions tout au long du webinaire dans le module QR, questions-réponses, et non pas dans le chat, pour qu'on puisse prendre les questions à la fin et on vous répondra. On réactivera les micros à la fin pour que vous puissiez poser ces questions-là à l'oral. Pourquoi parler des classifications? Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que sur ces dernières années, à la page suivante, voilà, sur ces dernières années, les évolutions de vos structures, elles sont venues modifier vos emplois. Que ce soit des choix d'organisation ou de répartition du travail, notamment avec l'externalisation de certaines tâches, par exemple, comme la régie. Ou encore, vous avez eu des changements d'organisation qui ont entraîné des nouveaux métiers ou une structuration différente de vos organisations. Par exemple, vous avez repensé vos agences, donc des agences différentes avec des fiches finalement d'emploi différentes, parfois avec plus de polyvalence qui sont confiées aux agents, plus de polyvalence, pardon, hein, confiées aux agents. On voit également des développements de compétences transversales sur la gestion de projet, sur le management, une centralisation aussi des supports sur le siège avec un accroissement parfois des strates hiérarchiques. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des modifications importantes dans vos structures. Également, comme n'importe quelle structure ou entreprise, développement de nouveaux outils qui sont venus modifier vos emplois. Et donc, on voit bien que ces changements d'emploi viennent modifier également vos fiches de poste et vos classifications. Et en plus, sur votre secteur, sur le logement social, sur les dernières années, il a été marqué, ce secteur, notamment par l'impact de la loi Elan, avec l'incitation au regroupement. En effet, il y a eu beaucoup de regroupements, alors volontaires ou contraints, hein, qui ont été accompagnés, enfin, qui s'accompagnent sur les dernières années, forcément d'effets sur vos organisations et même d'ailleurs sur le niveau de vos effectifs. C'est par exemple, ces regroupements se sont faits par exemple par la mise en place de SAC, donc Société de coordination, à qui on a délégué parfois juste quelques fonctions. Parfois, ces fonctions-là ont progressé aussi dans le temps, via notamment d'ailleurs à terme peut-être des fusions, ou même d'ailleurs dès le début, certains organismes se sont regroupés via des fusions-absorptions. Et donc, on voit bien que ça a modifié aussi vos structures dans vos entreprises ou vos organismes. Et donc, ça a forcément des incidences sur vos cotations dans vos classifications. Voilà. C'est ce qu'on disait. Donc, des évolutions de filières métiers dans vos opérateurs. On l'a dit, les agences de proximité, repenser vos métiers, etc. sur les dernières années. Les changements de structure induits par la loi. Donc, c'est là qu'on parle des fusions, des regroupements que vous avez eus. Et puis également, vous avez parfois des pratiques locales de classification maison, c'est-à-dire vous avez vos propres grilles qui respectent la Convention nationale, mais qui sont un peu la sauce maison de vos organismes. Et bien tout ça, quand vos organisations changent, quand vos emplois changent, forcément, ça a des impacts sur vos classifications et un besoin de mise à jour de vos cotations. Donc, c'est autant de changements qui sont venus modifier vos emplois sans pour autant avoir été pris en compte aujourd'hui dans vos classifications. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'à rôle équivalent, on a des classifications différentes selon les organismes. On voit que cette nécessité de modifier vos classifications, ça a aussi des enjeux importants au niveau social, des enjeux sociaux importants. Alors, on met par exemple que c'est un accroissement du nombre de postes dans les hauts niveaux de classification, que vous avez eu aussi, enfin, qu'on a des retours de votre part sur une impression de plafond de verre pour certains salariés.
une sensation aussi de sous-classification, avec notamment beaucoup d'incompréhension face à la différence entre le travail réel et puis ce qu'on vous demande de faire ou ce qui est inscrit dans votre fiche de poste. Des salariés qui ont été déclassés aussi suite à des réorganisations. Et puis, une autre thématique, mais des salariés qui peuvent être rémunérés largement au-dessus des pratiques sectorielles ou d'entreprise. On est plutôt sur les postes de direction, d'attraction à ce niveau-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est bien un enjeu dans votre secteur, ces classifications, ces renégos de classification, et c'est d'autant plus un sujet prégnant chez vous que pour les offices publics et les coopératives, vous avez eu en novembre 2023, donc il n'y a pas si longtemps que ça, signé la convergence de la CCN, des OPH et de celle des coopératives dans le but d'avoir une classification nouvelle, une harmonisation et justement une mise à jour des restructurations, des réorganisations, des évolutions de vos secteurs sur les emplois dans cette nouvelle CCN, Convention collective nationale, pardon. Et donc cette classification nouvelle, aujourd'hui, vous avez la nécessité de classer tous les emplois au regard de cette nouvelle classification. Donc ça veut dire que même vos grilles maison aujourd'hui, elles vont devoir évoluer pour prendre en compte cette nouvelle classification. Et quand on regarde dans les ESH, les entreprises sociales de l'habitat, vous aviez donc déjà une convention collective nationale qui a été conclue en 2000, qui est modifiée régulièrement par des annexes, ça a été le cas en 2008, 2013, mais là aussi, on anticipe des évolutions à venir, puisque là aussi, vous avez été confronté, comme sur le secteur, aux évolutions et aux réorganisations, et donc vous avez un besoin de remettre à jour, de reclasser de nombreux postes et d'harmoniser les pratiques. D'autant plus que en face, sur le même secteur, vous vous retrouvez avec des OPH et des coopératives qui, eux, vont faire ce travail-là dans les 2 ans à venir, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que cette convergence vers la nouvelle classification, elle est à faire pour le 1er janvier 2026. Donc, ça vous laisse 2 ans sur ce travail des classifications et cette négociation. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit sondage à ce stade. Donc, je vais laisser Agnès s'en occuper. Vous allez voir normalement apparaître le petit sondage et la question c'est est-ce que les classifications sont un sujet inscrit à votre agenda social? Donc il suffit de répondre oui ou non. Est-ce que pour vous les classifications sont un enjeu actuellement et est-ce que c'est même inscrit à votre agenda social, c'est-à-dire à votre calendrier de négociation mais aussi de consultation? Est-ce que vous avez déjà votre direction vous a déjà sollicité en disant on va devoir remettre à jour nos classifications ou au moins y réfléchir? Est-ce que vous l'avez déjà même carrément inscrit dans vos ordres de négociation, dans votre calendrier de négociation pour l'année? Enfin, voilà. Est-ce que c'est un enjeu chez vous? Avez-vous ce sujet actuellement? Donc là, normalement, vous voyez les résultats, je crois. Donc vous voyez, vous êtes une grande majorité des participants, plus de 80%, qui ont le sujet inscrit à l'agenda social. Donc c'est une très bonne nouvelle. Vous avez donc euh, une capacité de vous saisir de ce sujet-là dans vos structures. On voit qu'il y a quand même quasiment 20% d'entre vous pour lequel le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Ça peut soit traduire le fait que vous n'êtes pas dans un OPF, vous êtes dans un ESH où le sujet n'est pas abordé, soit que peut-être vous n'avez pas le cadre approprié pour vous en parler. C'est aussi ça qu'on va voir ensemble, c'est à quel point c'est un sujet qui, quelle que soit la situation qui est la vôtre et quelle que soit la structure dans laquelle vous êtes, finalement, il y a toujours un sujet d'actualité qui doit amener à parler de classification. Et notamment du côté des ESH, même s'il n'y a pas encore de révision de la classification, c'est à l'agenda où ça devrait bientôt l'être au niveau de la branche. En tout cas, il y a des velléités. Et donc, on sait que ça va aussi rapidement devenir un thème de négociation dans votre branche. Alors, hop. Du coup, ça nous semblait pertinent de s'arrêter et de reposer quelques bases sur finalement à quoi va servir une classification dans vos entreprises et dans vos structures. Une classification, c'est un outil de politique sociale. C'est un outil qui va apporter et éclairer et structurer la vie dans l'entreprise et la vie dans votre structure pour l'employeur
comme pour le salarié. Pour l'employeur, parce que ça lui permet d'exprimer les attentes qu'il a vis-à-vis du poste dans l'organisation, puisqu'on classe un poste, on ne classe pas un salarié, on va classer un poste dans l'organisation, et donc la cotation et la classification, ça va permettre d'exprimer les attentes en termes de technique, en termes de responsabilité, en termes de compétences, de savoir-faire, éventuellement de compétences à acquérir ou à développer pour un salarié qui se positionnerait sur le poste en question ou qui voudrait se positionner sur le poste en question. Ça permet de déterminer un rattachement à une catégorie socio-professionnelle. Ça permet du coup aussi d'appliquer un certain nombre de droits, un certain nombre de règles, qu'elles soient au niveau de la classification, de la convention collective ou au niveau des règles dans l'entreprise. Vous pouvez avoir des éléments de primes, de statuts, de droits particuliers qui vont être associés à telle ou telle classification dans votre convention collective. Et puis ça permet aussi, et c'est un sujet lui aussi important, prégnant et sensible, ça permet de déterminer des niveaux et des modalités de rémunération, puisque vous savez que tous les ans, vous avez des négociations au niveau des branches sur ces thématiques-là. Et puis pour le salarié, la classification, en miroir, ça lui apporte un certain nombre d'informations et de garanties aussi. Ça lui donne les éléments, ça l'informe sur ce que l'entreprise va attendre de lui en fonction du poste qu'il occupe. Le contenu en termes de responsabilité, en termes de compétences attendues, sur des évolutions éventuelles, potentielles, en se disant, voilà, moi, si demain j'envisage d'évoluer sur tel poste, quel est le contenu, quels sont les attendus en fonction de la classification. Ça lui permet de savoir, du coup, en fonction du poste qu'il occupe, quels sont ses droits au regard de la convention collective, au regard des éléments de rémunération. Et puis, c'est un élément de valorisation et de reconnaissance professionnelle et sociale dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, puisque le propre d'une convention collective, c'est que ça doit permettre de comparer la situation entre métiers dans une même entreprise, mais aussi entre entreprises dans un même secteur d'activité. Donc c'est aussi une manière de se dire, si je suis classé G4 dans ma structure, ça veut dire que je peux prétendre éventuellement à des postes G4 dans les structures, dans les autres structures de mon secteur. Et donc ça lui donne aussi cet élément de valorisation et de reconnaissance. Un processus de classification des emplois, je suis allé trop loin, un processus de classification des emplois, ça se passe comme ça. Vous avez une prescription du contenu du travail par l'employeur qu'on confronte à une observation du travail réel, c'est-à-dire qu'on va regarder le salarié qui occupe le poste concrètement, qu'est-ce qu'il fait. Vous allez toujours avoir un delta, un hiatus entre le travail prescrit et le travail réel. L'objectif, c'est qu'il soit le plus réduit possible, même si on sait toujours qu'il y en a. Mais donc, on va regarder concrètement ce que fait le salarié et décrire concrètement ce que fait le salarié qui occupe ce poste pour savoir quelle est la réalité concrète du travail du poste. Et ça va donner une description d'emploi. En général, ça se traduit dans vos fiches de poste, cette description d'emploi. Et c'est la description du contenu de cet emploi qui ensuite va donner lieu à cotation et à classification, ce qui derrière permet à l'entreprise et aux salariés de garantir un certain nombre de droits, de rémunération, d'appuyer du recrutement, des évolutions de parcours. Donc vous voyez que ce qui est du ressort de la cotation et de la classification du poste, c'est l'application de vos règles conventionnelles, mais en revanche, tout ce qui est prescription de l'employeur, description du travail réel, observation du travail réel et concrétisation dans une description d'emploi, ça se passe dans vos structures, dans vos entreprises, et donc c'est là que vous avez, vous, la main au premier chef pour intervenir et être vigilant sur la façon dont c'est fait et dont ça se passe. Vos deux conventions collectives, elles sont construites sur le même principe, c'est-à-dire que ce sont des conventions collectives dites à critères classants. Une convention collective à critères classants, comment ça marche? On a un certain nombre de critères sur lesquels on veut pouvoir évaluer le contenu du travail et le contenu des postes qu'on va chercher à classer. Pour chaque critère, on a une définition de qu'est-ce qu'il recouvre, qu'est-ce qu'il veut dire, et un certain nombre de degrés, une graduation de l'application de ce critère.
Donc, par exemple, sur un critère communication, alors qui n'est tiré d'aucune de vos deux conventions collectives, mais vous avez un exemple là. On a un premier degré, c'est compréhension de consignes et d'échanges simples, et ça monte jusque mobilisation d'acteurs décisionnaires clés, donc capacité à convaincre, etc., etc. Donc, on a à chaque fois différents degrés sur différents critères qui vont permettre de qualifier le poste et de classer le poste dans une grille qui ensuite va se traduire en nombre de points. Et ce nombre de points va donner un positionnement en termes de classification. C'est le même principe, même si les critères et les degrés ne sont pas exactement les mêmes, dans vos deux conventions collectives, donc côté OPH et coopérative, et côté SA et fondation. Pour ce qui est de la CCN, donc Convention collective nationale des SA d'HLM et fondations, les ESH, on a finalement deux grilles de classification avec des points de convergence, mais on a deux grilles de classification parallèles qui existent dans la même convention, celle des personnels administratifs et celle des personnels immeubles, avec à chaque fois quatre critères, trois qui sont communs: la technicité, le relationnel, donc notamment des enjeux de communication, d'échange, de négociation, l'autonomie, et un quatrième critère qui, pour le personnel administratif, s'appelle la responsabilité professionnelle, qui va mesurer votre contribution aux résultats de l'entreprise. Et pour le personnel immeuble, un critère qui s'appelle la contribution, qui va mesurer là aussi la contribution finalement à l'activité globale de l'entreprise et qui concrètement va valoriser la polyvalence et la réactivité du poste. Donc vous avez à chaque fois donc des critères qui, pour certains, sont les mêmes et sont précisés ensuite dans la convention collective par un certain nombre soit de sous-critères, soit d'exemples et de descriptifs types pour aider à la décision et aider à la classification. Et une fois qu'on applique ces critères, ça va vous donner un nombre de points. Donc pour le personnel administratif, pour les postes administratifs, on a donc ces quatre critères-là, chacun qui est coté avec une échelle à plusieurs degrés qui vont vous donner de 1 à 8 points. Et donc on a une cotation globale qui aboutit entre 4 et 32 points. Pour le personnel immeuble, c'est un petit peu plus technique. En fait, vous avez déjà dans la convention collective des ESH 76 tâches qui sont décrites et qui sont cotées. C'est-à-dire qu'on sait la façon dont la classification a été construite, c'est de se dire finalement sur le terrain dans les ESH, il y a toute une série de tâches, donc 76 en l'occurrence, qui peuvent être accomplies par les salariés et on va classer, coter chacune de ces tâches qu'on a ensuite regroupées en 32 activités et en 6 domaines. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde poste par poste, quelles sont là ou les tâches là ou les activités accomplies, et donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de nombre de points, en termes de cotation. Et on prend la cotation la plus élevée sur les différentes activités et les différentes tâches que le poste accomplit. On y ajoute le fameux critère de contribution qui valorise la polyvalence et la capacité à amener de l'efficacité dans l'entreprise, et on aboutit à une cotation pour le personnel immeuble qui est entre 4 et 18 points. Sachant que ce que dit la convention, c'est que si jamais le poste réalise des tâches qui ne sont pas dans la liste de la convention collective, on applique la classification des personnels administratifs. Donc il y a quand même des passerelles qui ont été pensées. Et au final, du côté des ESH, on aboutit à l'échelle de classification que vous avez là. En fonction de votre nombre de points, vous avez une classification ensuite de G1 à G9 ou employé d'immeuble, employé qualifié, gardien hautement qualifié ou gardien support. Et vous avez le statut d'agent de maîtrise qui est accordé selon votre nombre de points, et le statut de cadre qui est accordé là aussi selon votre nombre de points. Donc une classification voilà, progressive assez classique. Donc pour les OPH, la nouvelle convention collective, elle prévoit
six critères de cotation, donc l'autonomie, la responsabilité, coopération management, la dimension relationnelle, la technicité et les connaissances, sachant que ces six critères sont définis hein, dans la convention collective. Et ces critères, ensuite, pour avoir la cotation, c'est pareil, vous allez avoir des points qui vont aller de 1 à 8 pour chaque critère. Donc, c'est ce qu'on appelle là les degrés, ça va de 1 à 8. Donc, par exemple, si on prend l'autonomie, ce critère, il est censé évaluer la latitude d'action et le degré d'initiative qui est demandé dans l'emploi au regard des consignes, des procédures, du contrôle, du niveau de délégation. Et ben, par exemple, le degré, ça va aller au degré 1 où la personne va devoir suivre les consignes précises avec un contrôle fréquent, pas d'autonomie voilà, sur elle applique les consignes. Et puis jusqu'au degré 8 où là, elle est intégrée dans les décisions générales qui déclinent la stratégie définie par la gouvernance. Donc, elle a un degré beaucoup plus important. Et c'est comme ça que vous allez revenir enfin, arriver à la cotation, c'est-à-dire que ces six critères sont définis au niveau des degrés. Donc, pour chaque poste, vous allez définir le degré qu'il faut par rapport aux critères classants. Et c'est comme ça que vous retrouvez la cotation. Donc, le nombre de points, donc, comme vous a présenté Julien tout de suite, hein, là, la cotation sur les six critères, pardon, elle donne un nombre de points. Ce nombre de points va déterminer une classe d'emploi. Et donc, cette classe d'emploi définit une CSP. Donc, on voit bien que au niveau de ces classifications, vous n'êtes plus sur les mêmes critères classants. Donc, forcément, il va falloir revoir vos classifications, redéfinir et revérifier vos fiches de poste aussi par rapport aux évolutions des dernières années. Donc, voilà, un travail à faire. Ce qu'on disait, c'est que c'est quelque chose que vous allez faire sur les 2 années à venir, puisque vous n'avez pas le choix. Au 1er janvier 2023, c'est bien cette grille qui sera en application. Je vais laisser, il y avait un sondage, Julien. Oui, tout à fait. On a une question, voilà. Dans votre structure, la cotation est-elle indiquée sur les fiches de poste? Euh, du coup, pour permettre à tout le monde d'avoir l'information, on vous laisse comme tout à l'heure, voilà, cliquer, vous prononcer, répondre à cette question, sachant que vous avez la possibilité de dire je ne sais pas si vous ne savez pas. Alors, vous voyez, vous êtes quasiment la moitié à nous dire que les cotations ne sont pas indiquées sur vos fiches de poste. On a quasiment 20% d'entre vous qui nous disent qu'ils ne savent pas et une minorité finalement, un gros tiers qui nous dit que c'est le cas. Donc, on a là une situation plus contrastée que tout à l'heure. Donc, finalement, on voit que le sujet des cotations et des classifications, c'est à l'agenda social de vos entreprises, mais que finalement, vous n'avez pas forcément toujours les informations. Et bien ça, on va s'en parler, mais on va voir que c'est un des enjeux, à notre sens pour vous, de dialogue social dans vos entreprises. Finalement, le rôle de représentant du personnel dans vos organisations, dans vos structures, il va être important parce que vous allez contribuer à ce processus de classification et à ce processus de cotation des emplois. La base, c'est le descriptif d'emploi. C'est là le moment où on décrit le contenu du poste, le contenu du travail du poste qu'on cherche à classer et à coter. Là, ce que vous avez, c'est la description pour les deux conventions collectives nationales du processus tel qu'il est défini dans vos conventions collectives nationales. Ce qu'on vous indique dans le titre, hein, c'est que rien ne vous empêche de faire mieux que ça. Rien ne vous empêche dans vos entreprises, dans vos structures, soit parce que vous en avez l'habitude, soit parce que vous le négociez avec la direction, de faire mieux que ça. Déjà, ça, c'est une base non négociable, c'est-à-dire que la première étape, c'est de vérifier que c'est bien comme ça que ça se passe à l'heure actuelle, et puis après, vous avez de la marge de manœuvre pour pouvoir faire mieux. Dans les OPH et les coopératives, ce que nous dit la convention collective, c'est que le contenu d'emploi, la description d'emploi, donc la description notamment ce qu'on va mettre dans la fiche de poste, c'est la direction qui en a la charge. Et ensuite, elle assure la cotation de l'emploi selon les critères que vous a présenté Fanny. Si on a une présence d'organisation syndicale représentative dans la structure, on a l'ouverture d'une négociation sur cette base-là, qui peut permettre d'amender les descriptifs, d'amender les cotations,
et qui va déboucher sur un accord sur les cotations ou, s'il n'y a pas d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Alors, vous voyez que dans ce processus-là, finalement, on a assez peu de place, voire pas du tout de place, pour les salariés et pour le collectif de travail. On a quelque chose d'un peu plus participatif côté ESH et fondation, puisque là, c'est clairement posé dans votre convention collective que le modèle, la description de l'emploi et donc la définition du contenu de l'emploi se fait sur un mode participatif et paritaire en associant les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants du personnel. La convention collective ne dit pas que c'est une négociation, elle ne dit pas non plus que c'est une consultation. Mais en revanche, elle dit que vous devez y être associé. Ensuite, on a une étape de validation du descriptif par le salarié et par sa hiérarchie. L'idée, et c'est explicitement posé, c'est de multiplier les points de vue pour avoir la description d'emploi la plus objective possible, qui serve de base ensuite à la cotation, qui là aussi doit se faire en associant les représentants du personnel. Et ça va déboucher soit sur quelque chose de co-construit qui convient à tout le monde, un consensus, soit sur s'il y a des accords sur un certain nombre de postes, un certain nombre de points, décision unilatérale de la direction. Mais vous voyez qu'on a quelque chose de plus participatif dans les deux cas. Et rien ne vous empêche, encore une fois, je le dis, je le répète, de faire mieux que les prescriptions de votre convention collective. La description d'emploi, donc la fiche de poste, vous n'êtes pas obligé d'avoir associé dedans la classification et la cotation du poste. Nous, ça nous paraît utile, nécessaire et pertinent, d'où le sens de la question qu'on vous a posée par sondage. Mais on a bien vu d'ailleurs avec les résultats du sondage que ce n'était pas toujours le cas, et c'est un des enjeux d'après nous, parce qu'à partir du moment où vous avez ce processus-là qui s'applique, vous avez un enjeu à ce que, y compris l'information, soit disponible pour tout le monde. Et dernière chose là-dessus, les deux conventions collectives prévoient des moyens de contestation si un salarié s'estime lésé par la cotation et la classification du poste qu'il occupe. Il y a à la maille de l'entreprise du côté des ESH et puis au niveau de la branche, dans les deux cas, des commissions de suivi et des commissions de recours qui peuvent permettre à un ou plusieurs salariés de contester des décisions qui seraient prises dans leur structure. Et donc, à minima, le CSE va être consulté au démarrage justement de la présentation des consultations quand celles-ci sont modifiées. Mais la mise à jour de la consultation, on voit bien qu'elle peut être pensée tout au long de la vie de l'entreprise, dès qu'il y a un changement d'organisation, qu'il y a un déploiement de nouveaux outils, une création d'une nouvelle fonction, etc. Nous, ce qu'on préconise, c'est quand il y a un changement majeur de classification comme ça ou de processus, c'est quand est-ce qu'on est consulté? Parce que finalement, si on est consulté trop tôt, bah, on n'a pas d'éléments pour donner notre avis. Et si on est consulté trop tard, bah, on donne notre avis, mais en fait, déjà, tout est fait. Donc, en fait, la méthode suggérée, c'est d'être consulté par étapes. C'est ce qu'on vous propose là sur cette diapo-là, hein, c'est les 5 étapes, c'est-à-dire d'être consulté au démarrage quand on est plutôt dans la définition du process, c'est comment on va modifier ces classifications, qui va contribuer au projet, c'est-à-dire est-ce que c'est des groupes de travail, c'est des salariés, quelle va être la place et le rôle des IRP, donc des instances représentatives du personnel, le calendrier, les moyens, enfin voilà, donc la définition au démarrage, l'organisation des modalités de cette classification. Et puis, bah, par étape, donc la deuxième étape, la réalisation, l'ajustement des descriptions d'emploi, bah, que le CSE soit également consulté à ce niveau-là, qu'il puisse interagir, proposer, modifier peut-être ces descriptions d'emploi. Et ensuite, sur la classification des emplois, sur également l'évaluation des impacts individuels et collectifs, puisque vous savez que là, comme on va modifier la cotation et classification sur les salariés, bah, il peut y avoir des gagnants, mais il peut y avoir aussi des perdants. Donc, ça veut dire que bah, comment on gère ces perdants-là? Quelles sont les définitions? Donc là, je suis sur la 5e étape, mais définition des mesures correctives éventuelles. Et donc, ces impacts des perdants et des gagnants, c'est aussi de voir bah, les impacts sur les rémunérations, mais aussi finalement sur le parcours professionnel. Et puis également, bah, on m'a mis à un endroit, mais est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que dans ce poste-là, j'ai pas d'autres choses qu'on me donne à faire? Et dans ces cas-là, bah, quel niveau de formation va être nécessaire? Donc, c'est ça aussi les mesures correctives.
Et non, c'est bien sur l'ensemble du processus que va se faire l'information-consultation. Et c'est ce qu'on propose de le faire par étapes parce que sinon, vous serez moins utile, en tout cas, à cette consultation. Et pour cette consultation, pour parler de classification, bah, ce n'est pas au niveau non plus que au moment du changement de la classification et qu'on vous informe et vous consulte à ce moment-là. C'est aussi finalement tout au long de la vie de l'entreprise, dans votre calendrier social, même habituel. C'est-à-dire que vous pouvez vous mobiliser vos droits au sein de votre organisme en demandant à avoir accès aux fiches d'emploi déjà. Est-ce que j'ai des fiches de poste? Est-ce que je les connais? Comment je peux y avoir accès? Est-ce que les salariés savent où les trouver et les consulter? Et donc, et comme l'a dit Julien aussi, quelle modalité de recours propre à mon entreprise s'il y avait une classification qui ne me correspondait pas? Et puis, c'est aussi utiliser régulièrement vos temps de calendrier social, c'est-à-dire que vous êtes consulté, sauf accord qui dirait le contraire, normalement 3 fois par an pour vos informations, ce qu'on appelle consultation récurrente, c'est-à-dire la politique sociale, les orientations stratégiques et la situation économique et financière. Et ben, dans le cadre de ces 3 consultations, vous pouvez discuter des classifications. Les classifications ont un impact sur vos emplois, ont un impact sur vos rémunérations et donc aussi sur les perspectives d'avenir et donc les projections de l'organisme de votre office, par exemple. Mais c'est également un impact sur la situation financière de l'entreprise. Donc, vous pouvez en échanger à ce moment-là au niveau des classifications pendant vos 3 consultations. Et puis, on sait que les 3 consultations, elles sont aussi dans les mêmes temps en coordination avec les 3 temps de négociation récurrentes. Donc, c'est pareil. L'objectif aussi, c'est de vous donner des billes pour échanger dans les classifications lors des 3 temps de négociation. Alors, je vais peut-être redire les 3 temps de négociation. Vous avez donc normalement un temps de négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et également sur l'égalité professionnelle entre les femmes, les hommes et la qualité de vie au travail. Et souvent, ces deux-là, vous les regroupez, vous les appelez les NAO, anciennement appelés NAO, négociations annuelles obligatoires. Et puis, vous avez également celle sur la partie de la gestion pardon, des emplois et des parcours professionnels. Donc, sur ces 3 temps de négociation, c'est là aussi que vous allez parler classification. Et donc, en plus de ces temps récurrents dans votre entreprise, il y a aussi des consultations qui peuvent intervenir de manière ponctuelle. Vous avez changé une organisation d'équipe et donc changé des emplois. Vous pouvez donc être amené à changer aussi les classifications. Vous mettez une mise à jour des descriptifs d'emploi. Bah là, c'est pareil, cotation et classification. Donc, vous voyez bien que il y a la partie récurrente, on peut en parler toute l'année, et puis il y a aussi la partie ponctuelle de mise à jour de ces classifications. Et tout au long de ce process, le CSE peut être accompagné d'un expert, que ce soit par exemple pour faire l'état des lieux des classifications, parce qu'on sait qu'on va devoir les négocier derrière. Mais c'est aussi au moment de la consultation ponctuelle de voir en quoi la réorganisation va potentiellement impacter les emplois et les classifications. Donc cet expert peut vous accompagner, hein, on peut vous accompagner au niveau du CSE, mais indépendamment du CSE, on accompagne également les organisations syndicales dans l'appui à la négociation d'accords sur les classifications. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette période-là. On peut être amené, vous pouvez nous solliciter. Là, on arrive au bout du support de présentation qu'on va vous transmettre, mais là, on a encore une vingtaine de minutes ensemble. On va pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Et j'ai vu que dans la discussion et dans l'onglet questions-réponses, vous avez pas mal d'échanges déjà. Donc, on va laisser Agnès euh, nous nous éclairer et nous en donner lecture et les passer en revue. Oui, nos participants ont posé plein de questions. On a pu commencer à donner quelques éléments de réponse, mais on va pouvoir peut-être reprendre ces éléments. Euh, on a notamment, ce sera l'occasion de repréciser les choses, Damien qui nous a posé une question, mais qui traverse d'autres sujets et d'autres interrogations. Peut-être on peut rallumer le micro de Damien pour qu'il nous reformule sa question en direct. Oui, avec plaisir. On a pour nous, comme pour ce travail préalable à la négociation sur la cotation
eh ben, essayer d'avoir un peu plus de visibilité sur sur les cotations de chacun de nos postes actuellement existants. Et on a un refus de notre employeur de nous éclairer sur la cotation de chacun des postes. Donc voilà, on a cette difficulté-là et j'aurais aimé avoir peut-être des outils ou du support pour pouvoir essayer de leur faire changer d'avis et de mieux comprendre pourquoi actuellement, par exemple, des postes sont classifiés en 2-1, en 2-2 ou en 3-1 et 3-2, ce qui serait une bonne base déjà de travail pour pouvoir anticiper ce qui va devoir être fait dans le cadre de la nouvelle convention collective. Oui, mais en fait, donc si je comprends bien, ce que vous avez pour le moment, c'est les classifications, mais pas de détails sur comment ça a été fait et appliqué. Alors ben là, on est. Et exactement, et même pour aller plus loin, j'ai de forts doutes sur le fait que réellement ce travail ait été fait parfois, et je soupçonne Hmm. que les classifications niveau aient été faites au doigt mouillé par notre employeur, pour être totalement transparent. Du coup, ça amène ça. Euh, alors bah, là, donc malheureusement dans les offices, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Vous êtes sur un processus dans la convention collective qui est un peu moins participatif que côté ESH. En revanche, vous avez les outils que Fanny a décrit en fin de présentation, c'est-à-dire les 3 temps d'information, consultation récurrente. Vous avez aussi possibilité de saisir la commission de suivi au niveau de la branche, au niveau de la convention collective, pour contester la façon dont les choses peuvent être faites, ce qui forcera la direction à sortir du bois là-dessus. Et si vous avez une réorganisation en cours, et là avec la nécessité d'appliquer la nouvelle convention collective, vous avez en plus de ça un véhicule ponctuel qui va devoir être de toute façon mobilisé, puisqu'à un moment ou à un autre, la direction va devoir négocier avec vous, ouvrir des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour mettre en œuvre la nouvelle classification. Donc ça, de toute façon, elle ne pourra pas y couper. Donc en fait, c'est tout le travail en amont, effectivement, où là, mais c'est les informations récurrentes et puis éventuellement la commission au niveau de la branche, si la direction bloque toujours, qui peuvent vous aider au-delà du dialogue, hein, évidemment, si la direction n'est pas ouverte à la discussion. Très bien, merci beaucoup. Merci, Julien. Nous avons aussi une question qui nous était posée par Stéphanie. Alors, Stéphanie nous a posé plusieurs questions, mais peut-être pourrait-on, Stéphanie, dès que vous aurez votre micro qui sera réouvert, peut-être revenir sur le point plus précis des conséquences de la nouvelle grille de classification que vous avez posée, hein, notamment le passage d'un statut à un autre. Je vous laisse reformuler Oui. votre question sur enfin, cette question-là, parce que vous en aviez plusieurs. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, superbe. Donc oui, en effet, la question qui se pose, c'est que, alors aujourd'hui, on n'a aucune information de la part de notre direction générale sur la mise en place de cette ouverture de négo sur la cotation. Donc on va la demander tout simplement pour qu'on puisse commencer à la travailler. C'est pour ça que je vous posais la question du 1er janvier 2026, pour être bien sûr qu'on avait encore 2 ans devant nous pour mettre en œuvre cette nouvelle cotation des grilles. Et la question qui m'est venue, c'est, ou qui m'a déjà été posée, c'est comment aujourd'hui, si je suis sur un statut cadre, Mm. donc avec une cotation par rapport à nos grilles de cadre, et que je deviens agent de maîtrise, qu'est-ce qui se passe pour moi, puisqu'aujourd'hui, les accords collectifs n'ont pas les mêmes impacts sur les revenus des salariés. Oui. Tout simplement, par exemple, il y a une prime d'ancienneté accordée aux agents de maîtrise qui n'est pas accordée aux cadres. Et les agents de maîtrise sont à 34h 50 alors que les cadres sont à 38 heures. Comment est-ce qu'aujourd'hui, si je passe d'un statut à l'autre, comment mon salaire évolue ou pas en fonction de nos accords collectifs? Est-ce que j'ai été assez claire? Oui, oui. Oui, oui. Alors, là-dessus, en fait, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Déjà, sur la question de l'évolution du salaire, là-dessus, faut distinguer ce qui est du salaire de base et les éléments, on va dire, connexes de rémunération, notamment tout ce qui touche aux primes. Le salaire de base,
il ne peut pas diminuer, on ne peut pas diminuer la rémunération d'un salarié, sauf s'il passe à temps partiel dans une entreprise. Ça, c'est vrai de tout le monde, tout le temps, dans vos entreprises. En revanche, effectivement, ça pose la question de l'accessibilité à un certain nombre de primes. Je ne crois pas, on va revérifier histoire d'être complètement sûr, mais je ne crois pas que ce soit complètement prévu par la convention collective. En revanche, ce qu'on voit, et moi je sais que je l'ai vu dans un certain nombre d'endroits, au PH comme au SH d'ailleurs, au moment où il y a recotation, reclassification des postes, ça peut entraîner effectivement des déclassements d'un certain Mm. nombre de salariés. Et dans ce cas-là, on a des dispositions dans les accords qui, en général, sont consensuelles avec les partenaires sociaux, de dire qu'on maintient les avantages et les éléments, et même parfois le statut cadre d'ailleurs, des salariés qui se retrouveraient sur des postes déclassés et qui se retrouveraient à en pâtir. C'est pas une garantie obligatoire, mais en revanche, c'est un levier que vous pouvez mobiliser, c'est de dire tout de suite, si on identifie qu'il y a des perdants, nous on demande à ce que, au moins pour le salarié, pas forcément pour le poste, mais pour le salarié concerné, il n'y perde pas. Et je sais que moi, les équipes que j'ai accompagnées qui l'ont mis sur la table dans des cas notamment de fusion entre SH, ça n'a pas posé de problème de la part des directions. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on pourrait avoir, par exemple, deux salariés sur un même poste, l'un qui soit cadre du fait de son ancienneté et l'autre agent de maîtrise du fait de son arrivée nouvelle dans l'entreprise avec cette cotation Alors, qui, du coup, ça va induire c'est cette ça. difficulté-là. Ouais. D'accord. Donc, avec deux niveaux de rémunération distincts, Ça si peut, l'un voilà. touche une prime d'ancienneté, l'autre effectuerait ses 38 Ouais, heures parce qu'aujourd'hui, on est à 38 heures sur les salaires de base d'un cadre. C'est ce que vous ouais. êtes en train de m'indiquer. Ça, bah, de fait, ça peut entraîner Ça, de cette difficulté-là qu'effectivement, on aura deux salariés euh, sur le même poste, l'un auquel on applique la classification du poste et l'autre auquel on conserve des avantages précédents et donc des différences entre les deux. Ce qui, du coup, effectivement, est en l'occurrence, dans les équipes que j'ai en tête, c'est un choix qui a été assumé de la part des partenaires sociaux de dire on préfère ce schéma-là mhm, que de déclasser, donc de dégrader des gens. j'entends. D'accord. Bon, ça risque d'être un peu compliqué parce que les postes de cadre accèdent par exemple au forfait jour alors que les agents de maîtrise ne peuvent pas y accéder. Donc ça, on en reste encore à sur deux leviers différents en fonction d'un même poste. Ok, Et sur l'autre question que vous aviez posée aussi je dans me les souviens plus. Euh, questions-réponses, ah, je l'ai vous demandiez relis. qui paye Ah l'accompagnement. oui, Ah, oui, oui, Avec oui, parce que c'était assez intéressant et en effet, alors nous, Syndex nous accompagne sur la partie RH, politique salariale. Est-ce qu'on peut, comme toute négociation avec l'entreprise, demander à ce qu'il y ait un accompagnement pris en charge par l'entreprise sur la partie, plutôt que ce soit sur le Ouais, budget de c'est vrai, fonctionnement quand j'ai parlé expertise, j'ai pas parlé du coût. Alors, hum, sur les consultations récurrentes, de toute façon, hormis l'orientation stratégique, sinon c'est pris en charge à 100% par l'employeur. Sur les orientations hum, stratégiques, c'est du 80-20, donc 80% employeur, 20% le CSE sur son budget de fonctionnement, si celui-ci est suffisant et il y a des conditions. Pour les consultations ponctuelles et pour les appuis à la négociation, en effet, c'est dans un espèce d'accord de méthode qu'on peut faire ça ou sous mm, forme de contractuel. Mais en effet, on peut négocier le financement ou alors ça peut être sur du budget de fonctionnement. hum, hum. Mais quand on est dans des mises en place comme ça de classification, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive très bien à le faire passer au niveau d'un financement employeur sous forme d'un accord de méthode avec quel rôle on va donner à l'expert, c'est-à-dire est-ce qu'on lui donne un état de lieu des classifications. Et ça rebondit avec la question précédente aussi, c'est que quand on n'a pas accès aujourd'hui aux fiches de poste et aux cotations, à cet état des lieux finalement qu'on a besoin pour voir quel va être l'impact de la nouvelle classification, bah, on peut aussi avoir recours à l'expert qui, lui, a accès à toutes les données et pourra faire ce travail d'état des lieux avec vous, en fait. ouais. Ok, Et, ok. et pour compléter, c'est de toute façon utile d'avoir des accords de méthode au démarrage de ce genre Mhm, de procédure, notamment parce que ça va permettre de cadrer des éléments de calendrier et des éléments de moyens et aussi d'accès à l'information. C'est-à-dire que c'est aussi un levier de dire pour les élus
et pour leurs experts, qu'est-ce qu'on leur fournit, est-ce qu'ils peuvent aller rencontrer telle ou telle personne, interviewer telle ou telle personne, et ça évite d'avoir à se bagarrer, entre guillemets, point par point, pour accéder à l'information. Parce qu'autant sur des consultations récurrentes, là, c'est très cadré, et encore, même là, il faut se battre des fois, mais sur des choses plus ponctuelles ou des appuis à la négociation, c'est complètement à la carte. D'accord. Et tant qu'on est dans le récurrent ou dans l'appui, on posait une question là, quelles sont les trois négociations obligatoires de manière récurrente? Donc je redis les thèmes, ça c'est la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Donc souvent ces deux-là sont regroupés parce que historiquement c'était ce qu'on appelait les NAO, négociations annuelles obligatoires. Et puis, vous avez la troisième négociation qui est celle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et donc, voilà, c'était pour une question dans le chat. Tu fais bien la liaison, Fanny, puisque j'allais proposer à Cécile qui nous a posé une question en lien direct, un peu plus large et peut-être un peu comme une ouverture sur notre sujet, mais peut-être Cécile peut nous formuler sa question autour de cet angle, gestion prévisionnelle des emplois. Voilà, ça sera l'occasion de réexprimer un petit peu cette Mm. articulation entre le sujet des classifications. Il Est-ce y en que a ça... qu'une, il y en a Ah qu'une oui. de Cécile. La question était effectivement, est-ce que le fait que l'on ait un engagement à travailler ce sujet de la GEPPMM cette année avec la direction fait que l'on va travailler cette classification où ça n'a rien à voir et on va plutôt travailler l'avenir des métiers sans parler de tout ça. Vous êtes dans un office HLM? Non, Vous êtes on dans est une quel côté? ESH, une ESA d'HLM. D'accord. Donc, j'ai déjà pour tout le monde, donc GEPPMM, gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers. Donc, c'est vrai que nous, on est resté sur la gestion prévisionnelle des emplois. Voilà. Donc, c'est la négociation qui va porter sur vos parcours et sur les formations que vous mettez en œuvre pour justement suivre ces parcours d'emploi. Et donc, en effet, on peut aborder la classification par ce terme-là, puisque classification bah, on classe un emploi, on regarde ce qu'il y a dans l'emploi, on regarde ce qu'il y a demain et on fait le lien avec la formation. Donc, Mhm. les classifications sont tout à fait un sujet qui peut être abordé Mm. sur cette négociation-là. Par contre, pas obligatoirement, c'est-à-dire qu'une direction peut ne pas ouvrir la négociation là-dessus. Je dis bien que la négociation, elle se fait à deux. Donc, Mhm. c'est-à-dire que si c'est pas ouvert par la direction, rien ne vous empêche de le demander puisque c'est le cadre pour. D'accord, Donc, parfait. voilà. C'est pour ça que je demandais au PH, parce qu'au PH, à la limite, vous êtes directement, enfin, sur les 2 années à venir, on sait que de toute façon, dans les gestions prévisionnelles des emplois, vous allez aborder les classifications forcément, puisque vous avez une date butoir au 1er janvier 2026. Ce qui n'est pas le cas dans les ESH, puisqu'on le sait que ça va être un sujet d'actualité, que ça arrive. Par contre, on n'a pas de date. Mhm. Donc, en fait, les directions peuvent très bien botter en touche. Ah, bah oui, bonjour Cécile, vous voulez mettre les classifications dans les parcours professionnels, mais moi, j'en suis pas encore là, je sais pas ce qui va se passer, etc. Mm. D'accord. Mm. Oui. Et mais bon, comme je le disais dans la discussion, enfin je ne sais plus, nous on a des postes qui ont des classifications, d'autres pas. Ah. Et Ah. effectivement, bon, souvent, moi, j'ai dans mon bureau des personnes qui viennent me dire, mais j'arrête pas de demander une augmentation après un EPO, hein, souvent, en disant, mais alors je leur dis, mais c'est quoi ta cotation? Où est-ce que tu en es tout ça? Bah, je sais pas, je la connais pas. Et Et voilà. pour la plupart, quand on pose la question au RH, oui, oui, on va le faire, oui, oui, on va le faire. Ils mettent 3 ans à répondre. Et puis, donc, effectivement, enfin, c'était très intéressant votre présentation parce qu'on voit qu'on a d'autres moyens que par ce biais de la Mm. négociation là, qui est engagée, de pouvoir quand même exiger de l'employeur qu'il y ait moins une équité, parce qu'il n'y a pas de raison que certains l'aient et pas d'autres, quoi. Tout à Ouais, fait. voilà. Merci. Merci beaucoup. Inès, on a peut-être le temps pour Est-ce une qu'on a, dernière question. est-ce qu'on a le temps pour une dernière petite question? Oui. Avant de sélectionner une dernière petite question, juste je vais relayer une information qui nous a été communiquée par Pascal qui est présent Bon, qui participe au oui. webinaire et qui nous mentionnait, Je vois un micro. qui nous signalait que comme il est membre du Comité national de coordination, il y avait une négo qui s'annonçait sans que les dates soient Oui. précisées, mais voilà, peut-être je ne me souviens pas si tu l'as signalé tout à l'heure,
Oui, C'était pour... côté ESH, effectivement, c'est plus ou moins à l'agenda social, mais à ma connaissance, alors peut-être que ça a bougé ces derniers jours, ces dernières semaines, à ma connaissance, la date n'est pas encore fixe dans le calendrier, mais c'est un sujet qui est en cours d'étude au niveau de la branche. Oui. Voilà, peut-être pourrait-on donner la parole à Angelo, qui avait aussi une petite question pour clôturer cet échange. Angelo, est-ce que vous avez le micro ouvert? Ah, Ah, on n'entend pas Angelo. Alors, comme les minutes nous sont comptées. Est-ce que euh, là, vous ah, m'entendez? si, Ah, voilà. Oui. parfait. Oui. En fait, ma question, Allez-y. c'était vu qu'on peut créer des commissions dans le cadre du C2SCT, dans le cadre du CSE, pourquoi on ne pourrait pas créer une commission ad hoc, puisque ça va durer Mm. indéfiniment et ça ne reporterait pas la négociation que sur les DS. Bien sûr. Oui, c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. Et en plus, ça permet d'associer effectivement, plus que les DS, de vous donner un cadre, de vous donner des moyens. Donc, oui, non, c'est Ouais, dans une notre très bonne office, il y a idée. 83 métiers, alors vous imaginez le travail que ça représente. Oui, bah oui, oui, c'est vite beaucoup si on veut passer en revue tous les postes. Donc effectivement, oui, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, je pense que la direction n'y sera pas opposée. Enfin, ouais, je ne présage rien de sa Alors, réaction. Mm. après, faut faire attention qu'il y a deux choses. Il y a la commission de travail des classifications qui, elle, va être définie par l'employeur et, à mon avis, prendra des salariés, des groupes de travail, etc. Et puis la commission du CSE qui travaillera Mm. en parallèle sur les classifications, justement sur le déroulé, sur un avis concernant le process, etc., etc. Et ça, le CSE, n'importe quand, il peut le demander, constitution d'une commission. En général, il faut qu'elle soit justifiée, il faut y mettre les moyens, ne pas oublier de mettre les moyens parce que sinon elle ne fonctionnera pas, mais vous pouvez tout à fait le faire. Surtout que là, ça justifie d'ici 2026. En gros, enfin, c'est un très gros travail à faire. Donc, Mhm. le CSE va devoir travailler dessus, en Mm. effet. Ouais. Ça n'empêche que s'il y avait un accord qui était signé dans votre entreprise, il doit respecter ces nouvelles classifications et il sera fait par les organisations syndicales, pas par le CSE. Ouais. Voilà, c'était l'occasion peut-être de repositionner le rôle. Il y a le rôle de la négo Des et il uns y et a le des rôle autres. quand Ouais. même de l'information et de la consultation du CSE à ne Ouais. jamais oublier dans cette démarche. Ouais. Et alors, je vois qu'il est 11h58, donc on va se fixer comme objectif de respecter le timing. Donc, malheureusement, on arrive à la fin de notre webinaire. On est désolé pour celles et ceux qui n'auraient pas pu poser leurs questions. Il y a forcément des questions auxquelles on n'a pas répondu, des questions qui vont vous venir à mesure que vous allez réfléchir, maturer ce qu'on vous a dit. N'hésitez pas à nous contacter dans le support qu'on va vous envoyer. Il y a nos trois contacts, Fanny, Agnès et moi, que vous pouvez mobiliser. Sinon, sur syndex.fr, vous avez également une rubrique contact et on répondra aux questions que vous posez. Si vous souhaitez plus de renseignements sur ce qu'on peut faire, les accompagnements, les appuis qu'on peut vous apporter, même chose, la rubrique contact du site internet. Mathieu vous partage le lien dans le chat, ce qui vous permettra ensuite qu'on vous rappelle pour faire le point sur votre situation. Ce webinaire, il sera très prochainement en replay sur syndex.fr. Vous pourrez partager le lien avec vos collègues ou au sein de vos organisations syndicales respectives auprès d'élus qui n'auraient pas pu y participer. Et vous serez averti par mail de la disponibilité de ce replay et vous aurez le support aussi que vous pourrez partager. Je vous rappelle que notre prochain webinaire, il est le 2 avril à destination des nouveaux élus dans vos CSE pour la prise en main de leur mandat. Donc, si vous êtes vous-même nouvel élu ou que vous avez de nouveaux élus autour de vous, n'hésitez pas à les inviter à s'inscrire. Ce sera sur le même format. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez ne manquer aucune information et aucune actualité sur toute cette offre, notamment de webinaire qu'on propose. On vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos questions, pour cette heure passée ensemble et on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.